François Mril, je voudrais vous aussi vous interroger sur cette idée d'équilibre ou de dialogue entre le pouvoir et les contre-pouvoirs. Je cite, bien sûr sur le secteur qui vous concerne, je cite Patrick Martin qui soulignait dans un journal, dans un quotidien, il faut lire les quotidiens, hier, qu'il y avait une vraie qualité de dialogue entre le patronat et les organisations syndicales. Je le cite, « La démocratie sociale fonctionne bien et doit occuper toute sa place ». Vous partagez ce diagnostic et du coup, est-ce que l'équilibre aujourd'hui est bon entre pouvoir et contre-pouvoir? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je pense que ce débat est bien parti parce que d'abord, on cite les bons auteurs. Tout à l'heure, Montesquieu, maintenant Patrick Martin. Donc, après, on s'arrête là. Hein. Effectivement, le niveau est à la hauteur de l'enjeu et du sujet qui est posé. Si je peux me permettre, et pour le coup y revenir, quand Montesquieu donnait cette définition, il disait aussi « tout pouvoir exécutif doit craindre une instance ». Il parlait de la démocratie, au sens strict. Et moi, je voudrais faire la part des choses entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe au niveau de la démocratie sociale, pour le coup, entre les partenaires sociaux et l'État. Parce que je crois qu'il faut pas rentrer dans la confusion et dans l'assimilation des pratiques et des réflexes. L'entreprise, en tant que telle, ça n'est pas une démocratie. Et ça n'a pas vocation à le devenir. Dans l'entreprise, il y a un pouvoir, c'est le pouvoir de direction. Et la hiérarchie, elle est là. Moi, je représente la hiérarchie dans mon organisation syndicale. On représente les gens dont la fonction dans l'entreprise est de décliner la politique de la direction, de la mettre en œuvre. Et tout ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un lien de subordination et un pouvoir hiérarchique bien compris et bien organisé. Tout ça est peut-être un peu idéaliste, mais il n'empêche que moi, je ne sais pas qu'il puisse exister une entreprise qui fonctionne autrement que sur ce principe-là. Mais pour autant, bien sûr, le pouvoir de direction, il est soumis à une forme de régulation. C'est les principes d'ordre public, ce sont les normes, les accords, les conventions, etc. Et il y a dans l'entreprise des gens qui ont le mandat légal de surveiller, d'être l'interlocuteur de la direction pour vérifier que toutes ces contraintes et cet ensemble de normes est bien respecté. Ce sont les élus. Le mandat d'un élu est un mandat légal. Et par ailleurs, ils peuvent, dans une certaine mesure, je crois que ça a été vrai, c'est encore un peu vrai, exercer une forme de contre-pouvoir dès l'instant qu'on les sollicite pour donner un avis et que cet avis doit nécessairement être conforme pour pouvoir aller de l'avant sur un certain nombre de choses. Il faut observer au passage que depuis les ordonnances de 2017-2018, pour le coup, ces éléments qui constituaient une forme de contre-pouvoir ont quand même beaucoup diminué. Mais c'est pas l'essence du débat d'aujourd'hui et je ne souhaite pas forcément y revenir ici. Il me semble que pour le coup, dans l'entreprise, peut-être je le développerai après, il existe un vrai pouvoir, pour le coup, qui s'exerce et qui, dans notre analyse, est un pouvoir exorbitant, c'est le pouvoir actionnarial. À cet instant, il faut que je précise que, bien sûr, moi, je n'assimile pas toutes les entreprises au même schéma. Il est évident qu'entre la grande multinationale de 120 000 salariés et la petite PME du coin, voire pourquoi pas la pizzeria, le camion à pizza qui est rangé à l'entrée de mon village, les données et les contraintes ne sont absolument pas les mêmes. Donc, il faut faire attention à ne pas généraliser les raisonnements. Il reste que, dans une majeure partie des entreprises de grande taille, le pouvoir actionnarial, pour ce qui nous concerne dans notre analyse, est un pouvoir exorbitant et qui n'est soumis à aucune régulation. Et ça, c'est un vrai problème. Et pour finir, sur la partie, pour le coup, à l'extérieur de l'entreprise, parce que celui-là, on aura l'occasion d'y revenir, on est dans un autre domaine, puisque là, on est vraiment dans un domaine démocratique, pour le coup. On est dans la démocratie sociale telle que la Constitution le prévoit dans ses usages et dans ses lois en France. Et là, c'est vrai qu'on observe, de notre point de vue, là encore dans notre analyse, une forme de dégénérescence du modèle, puisque les partenaires sociaux, et tous nous en sommes ici, d'une certaine façon, c'est notre légitimité, ont été petit à petit mis sur le côté d'un fonctionnement responsabilisant par délégation du pouvoir politique. On voit bien ce qui se passe, le phénomène est à l'œuvre depuis 30 ans, le pouvoir politique reprend à chaque fois et de plus en plus à travers sa volonté de générer des politiques publiques, qui soient d'ailleurs au passage de droite ou de gauche, peu importe. Moi, je ne fais pas de jugement sur ce principe-là, mais ce qui est très clair et c'est très facilement objectivable, le pouvoir politique veut reprendre la main sur la façon de faire évoluer les normes et il peut reprendre de plus en plus d'espace sur l'espace qu'il a délégué aux partenaires sociaux qui eux-mêmes exerçaient, pour le coup, non pas un contre-pouvoir, mais un pouvoir par délégation de construction et de régulation de la démocratie sociale. Alors, on parle beaucoup du dialogue et peu de son résultat qui est le compromis. Et Dieu sait si, dans la période qu'on est en train de traverser, on se dit que ce qui pose problème à la France, c'est notre incapacité à dégager des compromis.
François Omril, l'entreprise est un exemple pour la démocratie en général, sur la manière d'arriver à décrocher des compromis, parce qu'au moins dans l'entreprise, il y a un principe de réalité qui n'existe pas toujours dans la classe politique. Oui, ça me paraît clair que c'est le meilleur endroit pour définir ce que c'est que le dialogue social dans sa version la plus concrète. Le dialogue social, c'est un espace dans lequel chacun est porteur de sa vérité. Et moi, j'aime bien rappeler cette chose-là, c'est qu'aucune vérité n'est plus forte que l'autre. Quand quelqu'un n'aime pas les radis, on n'a pas lui dire que les radis c'est bon, ça lui fera pas aimer les radis. Et cette réalité-là s'impose dans l'entreprise. Quand quelqu'un a froid aux pieds parce que la vitre est cassée dans son atelier, tant qu'on n'a pas remplacé la vitre, on peut bien lui raconter tout ce qu'on veut, il fera pas ce qu'on a envie qu'il fasse. Donc cette réalité-là est une réalité dont je pense nos gouvernants seraient assez bien de s'imprégner parce qu'ils comprendraient un certain nombre de choses qui bloquent dans leur façon d'exercer pour le coup leur pouvoir gouvernemental. Et sur le dialogue social, là encore, je vais citer les grands auteurs. Il se trouve que je tiens d'un ancien président du MEDEF, malheureusement disparu, qui a été PDG de Péchinet. Oui, je suis moi aussi un des enfants perdus de Péchinet. Et Jean Gandois disait, il ne faut pas aller à une négociation si on n'est pas prêt à la perdre. Et je pense que c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui dans notre époque, c'est que les rapports ne sont pas équilibrés dans les négociations. Pour qu'une négociation soit équilibrée et donc qu'elle produise du résultat, donc un résultat qui engage tout le monde, qui engage ceux qui, in fine, vont signer l'accord, il faut que le risque de perdre la négociation soit à peu près équilibré entre les deux parties. Et c'est là qu'on produit vraiment de la valeur. Mais le problème, il est que ces derniers temps, pour le coup, assoiffé qu'il était de développer des normes gouvernementales à travers des politiques publiques qu'on avait du mal à comprendre et qui ne sont pas concertées, en fait, les gouvernements, ils ont déséquilibré la façon dont la négociation doit s'organiser dans l'entreprise, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit au niveau de la branche ou au niveau national interprofessionnel. Moi, je tiens pour une vérité absolue, celle que si on fait confiance aux gens, eh bien, ils exercent leurs responsabilités de façon correcte. Il faut arrêter de contrôler tout le monde et de dire, mais moi, je vais faire mieux que toi parce que je suis plus intelligent que toi. Ce n'est pas vrai, ça n'a pas de sens. On peut pas demander à quelqu'un, quand bien même il ait fait des études ultra brillantes, qui aujourd'hui est conseiller dans un cabinet ministériel et à qui on confierait les clés d'une pizzeria en bordure de l'Isère à Grenoble, il la mettrait en faillite en 2 semaines. On ne peut pas lui demander d'avoir la vérité révélée sur le fonctionnement de l'entreprise. Ça n'a pas de sens, en fait. Et donc, il faut faire confiance aux acteurs, mais il faut leur donner un cadre dans lequel chacun, pour ce qui le concerne, pourra apporter sa vérité au débat, au dialogue, à la négociation et au compromis, et exercer, comme c'est bien nécessaire, le rapport de force adapté à avoir un résultat de qualité. Je termine là-dessus. Il ne faut pas avoir une vision négative du rapport de force. Le corps humain ne fonctionne dans son agilité. On sort des Jeux Olympiques et on rentre dans les Jeux Paralympiques. Il faut comprendre cette chose. C'est que le corps humain ne fonctionne dans son agilité que grâce aux rapports de force qui siègent au sein même du corps humain. Et en fait, l'entreprise, c'est un corps vivant, pareillement. Il faut qu'il y ait des rapports de force à l'intérieur, mais il faut qu'ils soient régulés, organisés de façon positive pour pouvoir, à travers les accords qu'on peut générer à travers le dialogue, bien contribuer à développer l'entreprise. Juste un mot, je parlais de la radicalisation qu'on observait dans la société et en particulier dans les syndicats, parmi certains adhérents, alors peut-être moins chez vous qu'ailleurs. Est-ce que cette radicalisation, c'est pas le signe que vos adhérents se disent que finalement le contre-pouvoir est impuissant et donc c'est difficile d'obtenir des choses? Alors, comment vous gérez ça et comment vous l'interprétez? Oui, moi je crois pas, mais on peut en discuter aussi. Je crois pas qu'il y ait une forme de radicalisation ou qu'on puisse l'observer. Je crois au contraire que les organisations syndicales dans leur ensemble, quelle que soit leur diversité, c'est bien qu'il y ait une diversité, finalement exercent leurs prérogatives de façon assez rationnelle, assez organisée et assez intelligente. Moi, là encore, je prends parti et je dis que là où il y a une forme de radicalisation, c'est dans la forme de gouvernement qu'on doit affronter nous-mêmes en tant que partenaires sociaux et la façon dont on est traité. Et là encore, c'est assez facile à objectiver quand on fait des enquêtes sur le taux de confiance qu'ont les Français, les Françaises et les Français, les citoyens envers les différents corps constitués. Ils ont beaucoup plus confiance dans les syndicats aujourd'hui qu'envers les politiques. Concrètement, comment on fait pour rééquilibrer pouvoir et contre-pouvoir ou pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de friction mais un dialogue constructif? Qu'est-ce qu'il faut faire en France? On est quand même dans une situation un peu bloquée. François Omril. Oh là, vous me regardez en disant oh là 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 là.
Non, d'abord, je voudrais juste, en préambule, faire une toute petite mise au point. On a parlé du modèle social européen, on pourrait parler du modèle social asiatique, indien, nord-américain. Il faut bien avoir en tête que le modèle social est par essence culturel et que donc il y a autant de modèles sociaux différents qu'il y a de langues parlées dans le monde et que c'est assez vain de penser qu'il faut parler français en mettant le verbe à la fin, comme en Allemagne, parce que c'est plus efficace. Ça n'a pas de sens, en fait. Il faut respecter la dimension culturelle du modèle social, travailler avec, trouver les solutions en interne. Une différence très caractéristique, par exemple, avec les syndicats allemands s'agissant des syndicats français, c'est que dans les syndicats allemands, ce sont des permanents salariés de l'organisation qui font fonctionner les syndicats et qui prennent les décisions. Et c'est une différence, pour le coup, assez structurante. Après, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, on s'en fout, en fait. Chacun son histoire, chacun ses coutumes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, au passage, que dans les organisations syndicales, il y a des gens qui font parfois des parcours, finalement, sortis de la fac, Master 2, on choisit, est-ce que je vais dans un parti politique ou dans un syndicat, etc. Et je vais changer. Maintenant, je vais répondre à la question. C'est un cliché de dire que, par exemple, contrairement à l'Allemagne, la France n'arrive pas à dégager des compromis, on n'est pas un pays de compromis. Je dis que tout ça se discute. Moi, j'ai une grosse expérience européenne. Je me suis occupé de ce dossier-là pendant 7 ans à la Confédération. J'ai siégé dans un comité européen. Moi, je vais vous dire un truc. Comité européen de Péchiné. N'importe quel délégué français dans un comité européen, il est capable, dans une suspension de séance, de produire une déclaration en 3 quarts d'heure. J'ai jamais vu un Allemand être capable de le faire. C'est tout. Alors moi, je veux bien qu'on aille chercher l'efficacité, on la mesure comme on veut, mais moi, je supporte pas qu'on me donne tel modèle en exemple, comme si c'était parfait. Il faut voir les gens sur le terrain. Comment ils font, comment ils exercent leurs prérogatives, comment ils contribuent à produire du résultat, pour le coup. Ensuite, pour répondre, pour tenter, excuse-moi, je passe, mais pour tenter d'avancer sur la question, moi, je suis pas certain que on y arrivera en systématisant le débat sur la question du pouvoir et du contre-pouvoir. Moi, je propose une autre piste que par ailleurs mon collègue a suggéré tout à l'heure. Il me semble que la solution, une des pistes, c'est pouvoir-autorité. Parce qu'en fait, le pouvoir et l'autorité, ça n'a rien à voir. Je vais donner un exemple très simple. Il y a des professeurs au lycée qui ont énormément d'autorité, qui sont très respectés, qui sont pas chahutés. Et il y en a d'autres, ils n'ont pas moins ni plus de pouvoir, ils ont le même poste, ils sont chahutés, ils sont pas respectés. Va savoir pourquoi. Moi, j'ai ma petite piste, c'est parce que il y a des profs, tu rentres dans la classe, t'as l'impression quand tu vas en sortir, tu seras un peu plus intelligent qu'en rentrant. Et l'autorité, c'est ça. On peut exercer du pouvoir en ayant beaucoup d'autorité. Et pour finir, s'agissant de notre sujet, moi, je pense que le problème de l'époque aujourd'hui, c'est que les décisions sont prises sur des bases qui n'ont aucune autorité vis-à-vis des gens. Et c'est notamment la question économique. On a un vrai problème quand même. J'ai en face de moi Patrick Martin, que je connais bien, on se connaît bien, on se respecte beaucoup, on s'apprécie. Imaginons que sur un sujet précis, qui peut être objectivé sur le plan économique, on ne soit pas d'accord, parce que nos éléments d'analyse ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire en termes normal? On va se dire, on va prendre le temps qu'il faut, mais à la fin, on va quand même tomber d'accord, un petit peu comme une armée dans un quartier général. Si les généraux sont pas d'accord, il faut bien qu'ils se mettent d'accord au final, parce qu'après, les gens sur le terrain, ils vont peut-être se prendre une balle dans la peau, quoi. Et le problème, il est que les décisions qui sont prises en beaucoup d'endroits sont des décisions qui n'ont pas l'autorité de la chose vraiment examinée, vraiment expertisée. On en est là. On est dans une société où en permanence, on prend des décisions, on crée de la norme, on veut avancer, on est pris dans la vitesse. Jamais on ne fait d'études d'impact. Jamais on ne fait l'effort d'essayer au moins de se mettre d'accord sur la façon dont ils font objectiver les choses. Et je pense que pour le coup, on pourrait donner beaucoup plus d'espace et beaucoup plus d'intelligence et de capacité à réussir au pouvoir en lui conférant un petit peu plus d'autorité.